Planète PE, le podcast du Private Equity. Bonjour et bienvenue sur Planète PE. Je suis Sneha, fondatrice de Ace Advisors, société de conseil en communication externe. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Yvan Massona, partner chez PAI Partners. PAI Partners est une des plus anciennes maisons européennes du Private Equity, spécialisée dans le buyout. Aujourd'hui, c'est 13,6 milliards d'euros sous gestion, 86 professionnels, 8 bureaux dans le monde, plus de 17 milliards d'euros en valeur de sortie et 5,1 milliards d'euros levés pour le dernier fonds. Yvan a rejoint l'équipe d'investissement de PAI Partners en 2000 et a évolué vers un rôle en levée de fonds et relations investisseurs. Après un petit saut chez Fondation Capital en 2008, Yvan est revenu chez PAI en 2010. Il est un des 18 associés et depuis 2017, il est en charge des sujets ESG en plus des relations investisseurs. Bonjour Yvan. Bonjour Sneha, merci de m'avoir invité. Le terme ESG est tellement galvaudé que je voudrais commencer par une question basique. Quelle est votre définition de l'ESG ? Question faussement basique, puisqu'effectivement c'est un terme qui englobe beaucoup de choses. On peut même considérer que c'est un concept un peu, on va dire, holistique, des facteurs qui impactent tout investissement. Donc l'ESG, en fait, c'est effectivement 3 lettres: l'environnement, le social, la gouvernance, qui ont progressivement, je dirais, repris tout ce qui était les critères, on va dire, extra-financiers. C'est-à-dire tout ce qui, historiquement, n'était pas forcément analysé en tant que tel, même si la plupart des acteurs responsables intégraient ces facteurs-là dans leur prise de décision, quand il s'agissait d'évaluer un risque, quand il s'agissait d'optimiser une entreprise. Et nous, par exemple, chez PAI, puisqu'on a un très vieil historique, comme vous l'avez rappelé, que nous, on est issu en fait d'une grande banque, Paribas, et que donc on avait la nécessité impérieuse, même il y a 30, 40, 50 ans, d'être extrêmement responsable dans tout ce qu'on faisait. Eh bien, c'est vrai que jusqu'à l'histoire récente, ces critères-là n'étaient pas forcément structurés, organisés, suivis. Donc l'ESG, finalement, ça regroupe tout ça. Donc c'est une manière de voir l'investissement à travers, je dirais, toutes les composantes, y compris celles qui sont finalement des signaux faibles, soit qui doivent nous alarmer sur un risque qui peut se matérialiser. Ça peut être un risque environnemental qui tôt ou tard aura un coût. Ça peut être un risque social qui va peut-être faire que l'entreprise en question va perdre des parts de marché ou va pas être capable de retenir ses meilleurs talents. Et ça peut être aussi, puisque l'entreprise elle est dans un écosystème, elle a une gouvernance, elle a des parties prenantes, des clients, des fournisseurs. Ça peut être aussi la manière pour une entreprise encore une fois, de pas se développer de manière optimale dans son secteur. Donc l'ESG finalement, c'est apparu en tant que notion à part entière, je dirais, il y a une douzaine d'années. Ça vient du monde corporate, c'est-à-dire que les grandes entreprises ont intégré ça dans leurs objectifs à long terme et dans leur mode de gouvernance. Et puis le private equity, évidemment, très vite y est venu. Ce qui est important de préciser, et c'est vrai que moi, depuis quelques années, j'ai repris cette casquette, il y a une logique, c'est parce que c'est venu par nos investisseurs. C'est-à-dire nos investisseurs qui s'engagent dans nos fonds à très long terme. Comme vous savez, un fonds, c'est un contrat de 10 ans et dans les faits, on sait tous que les fonds ont une durée de vie même supérieure un peu à 10 ans. Donc ce contrat très long terme qui nous lie avec nos investisseurs fait qu'ils ont été les premiers à nous alerter là-dessus. Ils se sont notamment organisés à travers différentes instances. Ils ont commencé à vouloir demander aux GP, donc aux gérants, de s'engager sur ces critères-là. Ça a été notamment sous l'égide de l'ONU les PRI, les Principles of Responsible Investment, qui ont été formalisés il y a une douzaine d'années, je crois. Et puis ensuite, à travers le dialogue qu'on a avec nos investisseurs, ils nous ont progressivement demandé de progresser sur toutes ces notions-là, c'est-à-dire de davantage formaliser ce qu'on fait, et puis après de mesurer ce qu'on fait. Enfin, je pense qu'on y reviendra, puisqu'effectivement, le ESG, pour beaucoup de gérants, c'est un chemin, en fait. Hein, c'est Donc quelque chose qui évolue au fil du temps. comment est-ce que vous avez formalisé cette approche ESG chez PAI et comment est-ce que vous êtes organisé sur ce sujet ? Alors, ça a évolué. Nous, on a commencé le voyage. On appelle souvent ça un voyage, journey. Donc, le voyage chez nous, il a commencé en 2010. En 2010, c'était il y a 10 ans, on a signé les fameux engagements des PRI. Donc, à partir de ce moment-là,
on s'est mis une sorte de contrainte externe, puisqu'à partir de ce moment-là, il a fallu qu'on s'organise. Et on l'a fait évidemment parce que ça correspondait à la manière dont on gérait de toute façon les affaires. Dès l'année suivante, en 2011, on a commencé à créer une équipe. On a pris à l'époque notre responsable de la compliance, et c'est lui qui a formé une petite équipe spécialisée sur les sujets USG. C'était il y a 10 ans, donc je dirais tout était un petit peu à faire. Et puis pendant 5-6 ans, ça a été, on a été, on peut dire parmi les premiers en Europe. Donc on était parmi les premiers à faire, par exemple, à rassembler nos sociétés de portefeuille à travers des clubs pour qu'elles partagent entre elles les bonnes pratiques. C'est quelque chose de très très important. On a été les premiers à faire des rapports pour communiquer envers nos investisseurs, etc. Et puis c'est cette première implémentation qui a duré encore une fois 5-6 ans. Au bout d'un moment, on s'est dit que c'était pas suffisant parce qu'on avait bien sûr le dialogue avec nos investisseurs et on sentait que le niveau montait. Le niveau des attentes, notamment de nos grands investisseurs internationaux, montait. Nos investisseurs eux-mêmes s'étaient organisés, ils avaient eux-mêmes des équipes spécialisées sur l'ESG avec des spécialistes. Et on sentait que l'équipe qu'on avait, elle était très bonne, mais elle était un tout petit peu, on va dire, en silo, à côté de la machine d'investissement de PI. Et il nous a semblé que l'étape d'après, l'étape indispensable, c'était en fait d'intégrer beaucoup plus ces problématiques ESG dans le cœur de la machine d'investissement. Et donc pour ce faire, et c'est à ce moment-là où moi j'ai repris en main cette équipe, on a changé l'équipe en l'occurrence. On est allé recruter des gens qui venaient plutôt du monde du corporate, c'est-à-dire qui avaient une expérience opérationnelle dans des grandes entreprises qui ont des chaînes d'approvisionnement complexes, qui ont des problématiques très très précises sur ces sujets ESG. Et puis on a rebâti quelque chose en essayant de l'intégrer vraiment à chaque étape du processus d'investissement. Alors là aussi, ça nous a pris un petit peu de temps. Maintenant, ça fait presque 3 ans. Et maintenant, c'est vrai qu'on a quelque chose qui est complètement intégré, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une étape du processus, que ce soit les due diligence très en amont, que ce soit les due diligence très, je dirais, très précises, et notamment les audits qu'on fait donc, dès qu'on devient propriétaire. Et ensuite, quand on est propriétaire, le suivi jusqu'à la sortie. Je dirais aujourd'hui, le ESG fait partie intégrante de tout ce qu'on fait. Il n'y a pas un comité d'investissement où on n'en parle pas. Et c'est vrai que ça nous permet d'avoir un niveau de prise sur le portefeuille qui n'a plus rien à voir. Puisqu'aujourd'hui, c'est plus 2-3 personnes dans l'équipe ESG qui regardent ces sujets. C'est l'ensemble des équipes PAI qui progressivement, dans leur dialogue avec les sociétés du portefeuille, intègrent ça. Et on sait bien que le ESG, en fait, de plus en plus, ça devient un sujet en fait financier. C'est-à-dire que de plus en plus, il y a des conséquences concrètes, notamment en termes d'investissement qu'il faut réaliser pour se prémunir de certains risques, ou bien par rapport à des chantiers qui sont en fait des chantiers qui vont créer de la valeur parce qu'à la sortie, l'entreprise va être davantage valorisée si elle est mieux que ses pairs. Hein, dans un secteur donné, si l'entreprise fait mieux que ses pairs sur des problématiques d'absentéisme, de turnover, je prends des critères sociaux pour changer de registre. En fait, ça aujourd'hui, je pense que toutes les équipes PAI aujourd'hui ont intégré ça dans leur manière de fonctionner. Alors bien sûr, on est encore loin d'être parfait, mais on a fait vraiment un saut quantique par rapport à ce qu'on faisait il y a quelques années, et c'est maintenant quelque chose qui est vraiment de l'ordre de ce qu'on fait tous les jours chez PAI. Et donc, il y a l'intégration hein, d'un côté que vous avez manifestement bien réussi, mais de l'autre côté, il faut aussi réussir à mesurer l'impact de cette intégration. Alors, comment est-ce que vous faites chez PAI? Alors, c'est vrai que c'est un des vrais sujets. C'est probablement un de nos principaux sujets pour les 2-3 ans qui viennent. On a aujourd'hui une batterie d'indicateurs. Alors, ça aussi, c'est venu par nos investisseurs qui, au départ, voulaient qu'on leur remonte un petit peu des données agrégées sur le portefeuille. Puis progressivement, on s'est amélioré sur ce sujet-là, c'est-à-dire qu'on a été beaucoup moins exhaustif et on a choisi au contraire, parce que si on était exhaustif avec les 150 investisseurs qu'on a, qui chacun nous demande des tonnes d'indicateurs, on se retrouvait en fait avec des dizaines, pour pas dire des centaines d'indicateurs, en fait qui n'avaient pas beaucoup de sens. Donc ce qu'on a fait ces dernières années, c'est qu'on a essayé de se concentrer sur la notion de matérialité, c'est-à-dire société par société. On peut raisonner secteur par secteur, mais en fait, à la fin, c'est quand même société par société. Il y a quelques indicateurs matériels qu'il faut suivre. Et c'est dans la phase de due diligence et d'audit où on les identifie, ces indicateurs. Une fois qu'on les a,
Ensuite, on a tous les systèmes en place. Ça, pour le coup, on l'a mis en place il y a de nombreuses années. Donc, on a des systèmes en place qui nous font remonter chaque année à travers des campagnes de reporting ESG qui nous font remonter donc tous ces indicateurs. Après, là où il y a une dimension, je pense, encore perfectible, et je pense que certains des grands fonds anglo-saxons sont probablement en avance sur nous. En tout cas, nous, on essaye d'aller vers ce qu'ils font. C'est d'être capable maintenant de transformer ça et de mesurer ça en chiffrant, on va dire, en euros et en optimisation, je dirais, sonnante et trébuchante. On est quand même dans un métier de génération de performance. Et donc, on aimerait être capable de mesurer cet impact et de dire, voilà, grâce à ces initiatives-là, voilà ce qu'on a économisé, bien voilà ce qu'on a pu faire en plus. Et aujourd'hui, je dirais, c'est pas encore parfait, notamment pour des problématiques de méthodologie, hein, parce qu'en fait, il y a tellement de manières de calculer ces impacts qu'il faut s'assurer que les méthodologies soient solides pour éviter d'avoir des chiffres qui tout de suite vont impressionner mais qui n'auront pas vraiment de réalité. Donc on est sur ce travail-là. Ce qui est bien, c'est que c'est aussi un travail qui permet de réconcilier tous les points de vue parce que c'est vrai que l'ESG a dû faire ses preuves face aux équipes d'investissement, je dirais, qui n'avaient pas toutes spontanément et notamment dans les générations plus anciennes, on va dire, pas toutes spontanément le réflexe. Je dirais, ces indicateurs d'impact nous permettront justement de parler un langage beaucoup plus cohérent avec l'analyse financière classique et avec l'analyse de création de valeur. D'accord. Les LP accordent évidemment beaucoup d'importance à l'ESG, comme vous l'avez souligné, mais aussi et avant tout à la profitabilité. Est-ce que les deux peuvent coexister, notamment quand on traverse une crise économique? Oui, ça c'est notre grande conviction, hein, c'est-à-dire que l'ESG ne se fait pas du tout au détriment de la performance, au contraire, ça contribue à la performance. Il y a vraiment deux manières de contribuer. La première, c'est quand même d'éviter les risques, hein, parce que le meilleur moyen de gagner de l'argent, c'est de ne pas en perdre. Donc la gestion des risques ou l'aide à la gestion des risques que l'ESG fournit, je pense, contribue complètement à la protection des investissements. Et puis sur la création de valeur, oui, on en est convaincu que même dans ces, je dirais a fortiori dans ces moments de crise où on sent bien que les cartes sont rebattues dans beaucoup de secteurs, finalement les entreprises qui vont tirer leur jeu, c'est aussi celles qui sont le mieux positionnées sur ces critères-là, celles qui sont peut-être un peu plus éco-efficientes dans leur production, celles peut-être qui ont des circuits d'approvisionnement plus courts. On voit bien qu'aujourd'hui, en fait, la réduction des coûts à tout prix et puis la complexité des chaînes d'approvisionnement, ça s'est retourné contre certains acteurs de manière dramatique, y compris dans des secteurs stratégiques comme la santé. Donc en fait, on voit bien que ces périodes de crise, c'est aussi des périodes où c'est des périodes en fait un peu darwiniennes. Hein. Les meilleurs business vont finalement sortir renforcés et effectivement, ceux qui étaient le moins armés, et notamment sur ces critères-là, je pense que c'est eux qui s'en sortiront le moins bien. Donc oui, on reste convaincu que c'est quelque chose qui doit continuer à accompagner ce qu'on fait, y compris dans ces moments très difficiles. Globalement, à vous entendre, Yvan, j'ai quand même l'impression qu'on a besoin de beaucoup de moyens pour mettre en place une approche ESG. Toutes les sociétés de gestion n'ont pas ces moyens. Alors, quels sont les conseils que vous pouvez donner à ces petites sociétés qui sont en train de mettre en place une approche ESG? Alors, moi, je pense pas que ce soit qu'une question de moyens, parce que nous, effectivement, à notre échelle, on a la possibilité, par exemple, d'avoir des personnes dédiées. On a 3 personnes dans l'équipe ESG. Ça, je peux tout à fait comprendre que ce soit pas à l'échelle de toutes les sociétés de gestion. Par contre, ce qui est à l'échelle ce que tout le monde peut faire, c'est en partant du sommet, c'est-à-dire faut que ça parte des partenaires et des partenaires en charge de la société de gestion. Il faut tout simplement former les équipes. Et ça, c'est à l'échelle de tout le monde. Il suffit d'aller voir les très nombreux consultants qui existent et de définir un petit programme de formation, juste pour s'assurer déjà que les équipes ont bien compris de quoi il s'agissait. Souvent, les équipes les plus jeunes, d'ailleurs, sont très, très demandeuses. Hein. C'est vrai que les nouvelles générations ont besoin de ça finalement pour donner du sens à leur métier d'investisseur. Hein. Sans ça, je pense qu'on ne peut pas attirer les meilleurs talents aujourd'hui et les garder. Et ça, n'importe quelle société peut le faire. Ça peut être des formations. Et après, ce qu'il faut, c'est à son échelle, je dirais définir le programme ESG qui nous correspond. Par exemple, nous, on va probablement aller assez loin dans la remontée d'indicateurs, de
portefeuille, etc. Parce que les sociétés de notre portefeuille sont elles-mêmes d'une certaine taille. Il est certain que si on avait des sociétés plus petites dans le portefeuille, on n'irait pas leur demander des batteries d'indicateurs dans tous les sens. On se concentrerait davantage sur quelques-uns. Mais ça, c'est du paramétrage. Et je pense qu'à toutes les échelles, on peut en faire. Et les investisseurs, je pense, vont demander aux gérants, quelle que soit leur taille, de faire quelque chose et de montrer que c'est pas juste du cocher des cases et faire des jolis rapports. Ils vont vérifier que le gérant y croit et se donne les moyens et forme ses équipes et à intégrer ça dans son processus de décision. Merci Yvan. Eh bien, merci à vous et au plaisir. Et merci à tous nos auditeurs de nous avoir écoutés. Planète PE, le podcast du Private Equity.